inconnus, personnalités publiques, professionnelles, dans chaque épisode, retrouvez une conversation sur un sujet qui touche les femmes. Depuis le 4 juillet 2001, la ligature des trompes est autorisée sur toutes les personnes majeures en France. Cette opération irréversible permet aux femmes de ne plus procréer. Contesté par de nombreux professionnels de santé, le choix est très souvent remis en cause. C'était une conviction pour Déborah. Début mai, elle s'est faite ligaturer les trompes à 25 ans. Moi, je m'appelle Déborah. Du coup, j'ai 25 ans, bientôt 26. Du coup, c'est bientôt mon anniversaire. Et du coup, dans la vie, je suis gestionnaire sinistre. Donc, dans les assurances pour tout ce qui est indemnisation quand il y a des petites galères. Et puis, sinon, après, dans tout ce qui est passion, je fais du théâtre avec Elder notamment. Je fais un petit peu de radio. Puis après, ça va être tout ce qui va être déco, tout ce qui va être un peu création. Des fois, c'est du dessin, des fois c'est j'ai fait un peu de trucs enfin des bougies, en fait je touche un peu à tout, j'arrive pas trop à me fixer sur une passion, donc je change un petit peu entre tout. Une âme créative, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu as choisi de parler d'un sujet qu'on ne parle pas vraiment beaucoup sur Ouais, qui est la ligature des trompes. Donc, tu t'es fait opérer, si je ne me trompe pas, il y a bientôt presque un mois, non? c'est Environ. ça fait presque un mois, c'était le 11 mai. Et donc est-ce que tu peux me raconter déjà d'une part pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et pourquoi est-ce que tu as voulu en parler dans ce podcast? Bah oui, tout à fait. Pour le choix, en fait, c'est une conviction dont j'ai toujours, mais toujours été certaine. En fait, quand j'étais ado, j'ai pas eu une adolescence spécialement accueillante, agréable, etc. Et en fait, pendant toute mon adolescence, j'ai eu besoin de me projeter vers un futur et de me dire, bah, ma future vie, ce sera ça, ça, ça. Il y aura telle chose pour m'aider à m'en sortir. Parce que sans rentrer dans les détails, j'ai une mère maltraitante, donc c'est aussi une des raisons d'un peu de loin qui fait que je veux pas d'enfant, mais je développerai après. Et en fait, de me projeter, c'était vraiment ma solution de sortie. Donc, ça allait sur des trucs genre mon métier de rêve, à quoi ressemblerait l'appartement, etc. Mais j'allais aussi jusqu'au point de dire, bah, ma vie, ce serait avec tel partenaire, dans une union libre, etc. Et aussi de dire, bah, du coup, par contre, il n'y aura pas d'enfant dans ma vie. Enfin, en tout cas, je n'aurai pas d'enfant sortant de mon corps. Et ça a toujours été une conviction depuis mes 15-16 ans et conviction mise en action, quoi. Alors, quand tu dis conviction, est-ce que c'est quelque chose de naturel est-ce que c'est quelque chose que tu veux depuis vraiment toute petite ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit ah non, c'est pas pour moi? Non, je pense que je me suis toujours dit que c'était pas pour moi. Je sais que quand j'étais petite, j'ai eu forcément des poupées, des bébés, etc. Parce que en plus, je suis la première née de la fratrie. J'ai deux frères et une sœur qui est partie à ce jour, mais je suis la plus grande. Et ma mère m'a toujours acheté les jouets typiques d'une fille, donc le bébé, les Barbies, ce genre de choses. Et bah, le bébé, j'y jouais pas spécialement. Enfin, je jouais quand il y avait les autres qui me montraient ça, mais moi, c'était plus tout ce qui était Barbie, à faire les scénarios, etc., des aventures. Mais toute petite, déjà, c'était pas spécialement quelque chose qui m'intéressait. Quand je devais garder les frères et sœurs, je le faisais parce qu'on me le demandait, mais j'étais pas en mode ah, un jour, j'aimerais bien que ce soit le mien, etc. Et bah, c'est vraiment, en fait, quand j'ai compris comment fonctionnait ma famille dysfonctionnelle, que je me suis dit non, moi, je veux vraiment jamais reproduire ça. Et c'est quelque chose qui s'est passé tôt et j'ai eu la chance ou la malchance de grandir très vite, donc de le savoir très tôt. Mais je pense que c'est vers mes 15-16 ans que j'ai vraiment mis les mots non, je veux vraiment pas du tout d'enfant. Et vraiment de le dire à mes amis, à ma mère, à ma famille, qui à cet âge-là te croient déjà pas. Enfin, déjà, qu'à mes 25 ans, aujourd'hui, on a du mal à me croire. Donc à Qu'est-ce que- 15 ans, on ne me croyait forcément pas. Mais Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand t'as dit ça, quand t'as annoncé ça? bah, les mêmes arguments qu'on me sort encore aujourd'hui, enfin maintenant du coup qu'on va moins me sortir j'imagine, mais le t'es trop jeune, tu peux pas savoir,
dans tous les cas, c'est forcément quelque chose que tu dois faire en tant que femme. Une femme, c'est faite pour être maman. Forcément, tu vas être maman. Tu dis ça juste parce que là, t'as que 15 ans, tu ne sais pas le futur. Le fameux tu vas changer d'avis. C'est ça, exactement. Tu verras quand il sera avec quelqu'un qui voudra des enfants. Il Et n'y a rien de plus drôle. qu'est-ce que toi tu leur répondais? Bah, moi, je leur disais, je pense, du coup, parce que j'ai pas non plus les souvenirs exacts de ce que je disais, mais enfin, j'ai toujours dit, bah non, en fait, je sais que j'en veux pas. Je vais pas créer un enfant pour créer un enfant et bah non, enfin, le partenaire ou la partenaire ne serait pas forcément une cause d'avoir un enfant. Donc, je leur disais, non, non, bah, moi, j'en veux pas. C'est juste, il y a des mamans qui ont envie d'être maman depuis toute petite et il y a des gens qui n'en veulent pas et je fais partie de ceux qui n'en veulent pas. Et donc, du coup, en plus du fait que tu t'es plus ou moins toujours dit que tu ne voulais pas d'enfant, quand tu me dis ton schéma familial, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comme je t'ai dit, du coup, je suis la plus grande, je suis l'aînée, j'ai deux frères. Donc, j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi, qui s'appelle Joshua, et j'ai un autre frère qui est transgenre. Du coup, quand j'ai grandi, il n'avait pas encore fait son changement de sexe, donc il maintenant est mon frère et a 6 ans de moins que moi. Et j'avais une demi-sœur, du coup, qui avait 10 ans d'écart de moi. Et en fait, pour le contexte familial, de base, moi, je viens d'Orléans, pas du tout de Normandie. Et en fait, on est arrivé en Normandie quand ma mère et mon père se sont séparés. Mon père qui nous maltraitait. Moi, j'avais 6 ans quand on est parti, donc je me souviens très vite fait des choses, mais pas dans le détail. Et en fait, depuis, elle est toujours repartie vers le même schéma d'homme, en fait, qui continuait à la maltraiter, abuser d'elle, etc. Et elle a eu du coup après avec la personne avec qui elle avait construit sa vie pendant une dizaine, quinzaine d'années, ma petite sœur. Et c'est vrai que quand j'ai vu tout ça, toute la maltraitance familiale, la manipulation psychologique que ça peut être auprès des parents, toujours le pousser à l'excès de devoir réussir, ou on te met une pression pas possible, et enfin, ou tout le côté évidemment désagréable de la maltraitance derrière, c'était aussi une pression à devoir être la meilleure, toujours performer, toujours exceller, toujours être parfaite. Et je me suis dit, bah non, moi, je peux pas reproduire ça sur un être humain. C'est pas ma façon d'être. Je peux pas lui demander des choses. Je peux pas lui exiger d'être le meilleur. Je peux pas lui exiger quoi que ce soit et je veux pas lui imposer d'avoir peut-être une grand-mère qui le maltraiterait, moins consciemment de reproduire ceux qui m'entouraient, parce que je sais que je le ferais pas consciemment, mais inconsciemment de me dire ah bah s'il m'énerve, j'ai envie de le taper. Enfin, je me disais, même si un jour vraiment je devais avoir un enfant, au pire du pire, au pire que je puisse pas le garder, et après tous les cas tous les scénarios, tu vois, où tu peux pas éliminer le bébé, je te mets, bah non, enfin, je me vois pas faire ça. Et donc, très vite, je me suis renseignée sur l'ASE pour placer les enfants et tout, et je me dis, c'est carrément, c'est un peu tordu, tu vois, quand t'es gamine, de devoir te projeter sur ça, mais c'était vraiment extrême à ce point-là, où pas d'enfant. C'était c'était vraiment dans les mêmes âges. Tu avais aussi environ 15 16 ans quand justement... Quand je me suis vraiment rendu compte de tout ça, ouais, parce que la personne en question, le beau-père dont je te parlais, il est arrivé dans ma vie quand on avait 9 ans. Quand j'avais 9 ans, mon frère en avait 6. D'accord. Et en fait, il a toujours été là depuis. Et du coup, ouais, quand je voyais tout ça et que je me rendais vraiment compte et que j'avais l'âge de poser des mots, c'était quand j'étais dans mes années de première terminale au lycée, où vraiment je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. Parce qu'avant, je me rendais compte que c'était pas bien, mais sans pouvoir dire ah, c'est pas bien en fait, enfin, la famille est maltraitante ou autre. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport aux autres enfants, mais pas à quel point. Et après, quand j'ai pu mettre des mots sur tout ça, je me suis dit non, mais là, faut. Moi, la lignée s'arrête après moi, quoi. Je ne donnerai pas d'enfant, je ne ferai pas Ouais, d'enfant après ça, quoi. t'as eu vraiment une réelle prise de conscience à ce moment-là. Ouais, ouais, franchement, c'est. Enfin, et puis tu es à l'âge où, du coup, tes amis commencent à parler de leurs copains avec qui ils resteraient toute leur vie, des enfants, etc. Où on se construit pour la fac qui arrive après, où on se dit, ah oui, bah du coup, quand on sera à la fac, après, il se passera ça, puis j'aimerais bien avoir mes enfants à 25 et tout.
Et puis bah, après, en grandissant au lycée, moi, j'étais en mode, mais non, mais vraiment, j'en veux pas du tout. Enfin, moi, je veux mon appart toute seule, avec un partenaire qui soit totalement indépendant de moi. Et j'étais vraiment en mode, non, mais vraiment pas du tout d'enfant. Moi, à aucun moment, dans aucun scénario, il y avait aucun enfant, quoi. Hmm. Et est-ce que tes amis, ils et elles, comprenaient ta vision des choses? Pas, je pense pas forcément. Au début, on m'a sorti le fameux, bah non, mais tu sais, on est des ados, des jeunes adultes, on sait pas, enfin, on sait pas forcément ce qu'on veut. Après, bon, bah du coup, j'ai répété à plusieurs reprises, non, je veux vraiment pas d'enfant, vraiment pas, vraiment pas. Et en fait, c'était pas devenu un peu tabou, mais un peu quelque chose dont on parlait plus, où j'ai jamais vraiment su si elles cautionnaient et elles étaient en mode, ok, bon, bah Déborah veut pas d'enfant et c'est comme ça, ou si elles étaient en mode, bah, on n'en parle pas parce que de toute façon, ça va être un autre sujet où on n'est pas d'accord. Mais après, c'est vrai que on n'en a pas parlé du tout pendant mes périodes années de lycée. Et c'est vraiment que quand je suis arrivée à la fac où j'ai trouvé d'autres amis, des nouvelles fréquentations et où là, je me suis dit, bah là, moi, quand j'en parle, on me dit, ok, oui, bah t'inquiète, pour le moment, je me vois pas en avoir ou non, bah je comprends, c'est normal, t'en veux pas, tu vois. Ouais, et en plus, en tout cas, enfin, je pense que quand tu étais au lycée, c'était pas forcément aussi courant d'entendre peut-être des femmes ou même des hommes affirmer qu'ils ne veulent pas d'enfants. Enfin, je sais pas parce que tu étais au lycée du coup en 2000. Oh là, attends, faut que je calcule. Ah, 20. Je crois que j'ai eu mon bac en 2015 de mémoire. Donc, ouais, dans les années 2010. Ouais, la parole était moins libérée sur tous les sujets dans Mm. tout cas, c'est sûr. Ouais, puis c'était un lycée de campagne, donc encore plus. Ça aide pas non plus, tu vois, c'est pas. C'est sûr. Et donc, du coup, au niveau des premières relations, si tu en as eu, est-ce que cette question, elle s'était posée? Ouais, elle s'était posée, parce que du coup, quand je suis arrivée à la fac, je me suis mis en couple avec quelqu'un que j'avais rencontré dans la cité étudiante dans laquelle je vivais. Et bah, au début, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait parce que je découvrais les premières relations, donc j'avais pas spécialement de schéma de on se fréquente, on parle de nos envies futures. Enfin, je savais même pas quelles étaient mes envies futures, donc on n'en a pas forcément parlé au début. Mais après, quand on est arrivé vers les 6 mois, on a commencé à en parler. J'ai rencontré sa mère et où là, j'ai eu la pression de bon, bah, du coup, vous allez rester ensemble, puis vous ferez un petit bébé et tout. Et je t'en mode non, bah, non. Et bah, je sais que le partenaire m'a dit non, mais on verra dans le futur, t'inquiète, pour le moment, c'est normal. Et où je me suis dit, bah, ok, mais non, en fait, c'est pas normal. Enfin, enfin, j'étais en mode, bah non, j'en veux pas, enfin, pas du tout. En fait, c'est pas juste maintenant, j'ai 20 ans et quelques et j'en veux pas. C'est non, j'en veux vraiment pas du tout. Et je sais que le partenaire me croyait pas spécialement et sa mère derrière lui mettait la pression à lui pour avoir des enfants parce qu'on avait une différence d'âge, on avait 6 ans d'écart. Donc lui, il était entre guillemets dans l'âge d'avoir des enfants. Mais non, c'est vrai que c'était quelque chose qui était gênant. Puis finalement, on s'est séparés pour plein d'autres raisons. Et à chaque fois, après, quand je rencontrais quelqu'un, j'en parlais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on me disait, bah non, mais tu peux pas savoir, en fait, on est trop jeune, et on a dans les 20 ans, comment tu veux qu'on sache qu'on veut pas d'enfants Donc, toujours à dire que c'est faux, en fait, que c'est pas légitime, quoi. ouais, donc si je comprends bien, à chaque fois, les gens remettaient en cause tes pensées et ta parole. C'est ça, Penser pour toi, quoi. c'est ça. Et du coup, le fait de vouloir faire l'opération de la ligature des trompes, est-ce que c'est quelque chose que tu as, on va dire, toujours eu dans ta tête, ou est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard et est-ce que tu connaissais le processus, etc. C'est quelque chose qui... Alors, au début, je me suis dit, ce serait bien si je pouvais avoir, quand je réfléchissais dans mes 20 ans, parce que là, j'en ai 25, comme je te disais tout à l'heure, dans la vingtaine, je me disais, ce serait bien si je pouvais vraiment être sûre de ne jamais être enceinte, autrement que par la prise d'une pilule, parce que du coup, je suis sous pilule depuis mes 12 ans. Donc, j'étais quand même... Enfin, je me connaissais plus sans pilule, et du coup, genre, en mode, ce serait bien quand même d'avoir autre chose. Et je m'étais renseignée très vaguement, mais
j'avais cru comprendre, parce que mon médecin traitant m'en avait parlé à l'époque, et en me disant, non, mais vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment beaucoup fait. Donc, rester sous pilule, c'est le plus safe pour vous. Et où j'avais vite laissé tomber, parce que je me disais que c'était quelque chose qui devait être réservé aux femmes qui avaient des enfants ou aux femmes beaucoup plus âgées, et quelque chose d'inaccessible. Donc, je l'ai laissé de côté pendant hyper longtemps. Et finalement, vers mes 22 ans, j'ai voulu faire une pause de toutes mes relations où je suis restée un petit moment célibataire que pour moi et pour réfléchir aussi à tout ce que je voulais dans ma vie pour me construire vraiment parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi sans avoir aucune relation avec aucun homme, aucune personne qui me dise comment faire ma vie. Et c'est là que j'y ai plus réfléchi où je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, enfin, si l'opération elle est accessible à tout le monde, parce que je me suis rendu compte qu'elle était accessible à tout le monde, qu'il n'y avait pas de critères d'âge à part d'être majeur, à part ça qu'il n'y en avait aucun autre. Et je me suis dit, bah, techniquement, si c'est pour tout le monde, pourquoi ce serait pas pour moi? Et j'ai commencé à regarder un petit peu du coup les spécialistes qui pouvaient le faire. J'ai été voir un site qui est hyper bien construit, qui s'appelle Stérilisez-moi, qui vient aussi de la page Facebook Stérilisation volontaire. Il y a un nom un petit peu plus long, mais c'est un groupe Facebook où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, hommes comme femmes, ou comme toute personne non binaire. Il y a vraiment plein de gens et qui donnent leurs témoignages, mais qui donnent aussi leurs recommandations pour les praticiens qui accepteraient de le faire. Et du coup, j'ai commencé à regarder Rouen. J'ai vu qu'il y en avait deux qui acceptaient de le faire, deux hommes. Et en fait, le critère de l'un, c'était d'avoir 25 ans. Et l'autre, il n'y avait pas spécialement de critères. Donc, je me suis dit, bon, bah, si l'un accepte 25 ans, à quelques années près, j'y arrivais bientôt. Donc, je me suis dit, bah, je vais lancer les démarches quand j'aurai 25 ans. Et en fait, en début d'année, ça m'a pris où je me suis dit, bon, je vais prendre le rendez-vous, on va le faire. Et du coup, le médecin traitant m'a suivi, m'a fait le courrier. Et en même pas quelques mois, le délai de réflexion étant bien abouti, j'ai eu mon opération au mois de mai. Donc, j'ai vraiment lancé là en janvier en me disant, cette année, on y va. Et justement, tu t'es dirigée vers ce site parce que tu avais eu des échos de médecins qui voulaient pas le pratiquer. Ouais, bah mon médecin traitant m'avait dit c'est hyper compliqué de trouver quelqu'un, etc. Parce que mon médecin traitant m'a pas est pas pour et pas contre non plus. Elle me dit Ça veut c'est dire votre quoi? choix, je le cautionne pas, mais c'est votre choix. Mais elle m'a dit je peux pas vous empêcher de le faire, donc elle m'avait quand même donné toutes les recommandations d'attention. Beaucoup de médecins voudront pas, des hommes comme des femmes. Vous verrez, ce sera compliqué d'y accéder. Et elle m'avait un peu découragée comme ça. C'était Et une femme ouais, c'est une femme. et elle t'avait exposé la raison de pourquoi elle voulait pas. Non, elle m'en a jamais vraiment spécialement parlé, mais quand je suis retournée la voir en janvier et que je lui ai dit j'ai besoin d'un courrier de votre part, etc., je lui ai montré toutes mes raisons. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en parler après, mais où tu te dois du coup de déballer tout le pourquoi du comment, alors que tu demandes juste un acte chirurgical qui peut être dû. Chose Mais qui non, n'est tu pas dois. faite pour les autres actes chirurgicaux. C'est ça pour tes dents de sagesse, on va pas te demander de justifier pourquoi tu dois les retirer. Par contre, pour retirer le fait de pouvoir devenir fertile, là, faut justifier par A plus B avec conclusion, introduction. Donc elle t'avait Donc, vraiment refroidi de faire cette opération. ouais, parce elle m'avait dit que j'étais jeune et elle m'avait dit qu'elle voyait pas spécialement l'utilité de cette opération. Après, je sais pas pourquoi concrètement elle voulait vraiment pas plus que ça. Mais elle m'avait dit, bah là, votre pilule, elle vous convient parfaitement, restez comme ça en fait, changez rien. Vous voyez pas ailleurs, parce que moi, la pilule, je la prenais pour de base les règles qui étaient vraiment très très douloureuses. Donc c'est pour ça que de base j'étais sous pilule, aussitôt aussi, surtout, parce que j'ai pas eu une vie sexuelle spécialement précoce qui méritait de prendre la pilule sitôt. C'était vraiment bah, pour tout ce qui était règles, supporter les règles, l'abondance, le flux très 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 régulier. Donc j'avais la pilule pour ça. Elle me disait, bah non, mais restez dessus, vous allez voir, ça fonctionnera jusqu'à votre ménopause, jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin. Donc, vous embêtez pas à changer. Et puis, vous êtes jeune, donc laissez les choses faire. Et c'est vrai que bah, au tout début, quand elle m'avait dit ça, moi, j'ai pas cherché plus loin parce que je me suis dit, bon, enfin, elle a peut-être raison, c'est ma médecin, quoi. Si elle Justement, a raison. parce que j'avais fait un film sur la pilule et les médecins sont dans l'obligation d'exposer tous les choix possibles de moyens de contraception. Est-ce qu'elle l'avait fait ou est-ce qu'elle t'avait directement dirigé vers la pilule? La toute première, parce que j'ai pas eu cette médecin traitante depuis toute petite. J'en avais une qui était mon médecin de campagne quand je vivais
dans ma campagne avant de venir sur Rouen, parce que je suis venue sur Rouen pour mes études. Et celle qui m'a suivie, du coup, jusqu'à ce que je déménage sur Rouen, m'a pas du tout dit tous les choix. En fait, à 12 13 ans, ça faisait 2 ans que j'avais mes règles. Et je suis venue en disant oui, j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de devoir avoir tout le temps du sang qui déborde de mes serviettes, tampons, etc. Enfin, vraiment, j'étais toute stressée, toute honteuse en plus de mes règles à ce moment-là, en mode oui, tout le monde me dit que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que le médecin m'a dit, bon, bah voilà, on te met la pilule et puis c'est tout. Et puis en mode, bah plus tard, de toute façon, tu verras, ce sera utile quand tu auras des rapports, comme ça tu tomberas pas enceinte. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a jamais présenté tout ce qui pouvait exister. Je l'ai découvert en cours de SVT parce que pareil, ma mère ne m'en a jamais parlé non plus. Et après, au niveau des moyens de contraception, j'ai commencé à la remettre en question quand j'étais sur Rouen. Du coup, j'ai réfléchi un peu plus à ça, où j'ai essayé l'implant qui m'allait pas du tout parce que du coup, il me donnait des grosses migraines. Je l'ai gardé pendant un mois et pendant un mois, j'ai eu migraine sur migraine quasi tous les jours. Et après, bah, du coup, je suis retournée à la pilule parce que je voulais pas prendre je voulais pas prendre, enfin, pas avoir le stérilet et je voulais pas ne pas avoir d'hormones parce que pour moi, c'était forcément la seule solution, du coup, de prendre des hormones. Donc, il me restait plus grand-chose. Donc, j'étais en mode, bon, bah, on y retourne. Et puis, Et c'est comme ça pour- que j'étais toujours sous pilule avant mon opération. D'accord. Et donc, du coup, elle t'a découragée en me disant que beaucoup n'allaient pas accepter. Et donc, c'est comme ça que tu t'es dirigée sur ce site internet. T'as pas essayé d'aller voir enfin, aucun chirurgien, aucune clinique, aucun autre médecin avant d'aller sur ce site? Non, parce que bah, j'avais vraiment peur de me faire refouler et c'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à ce que j'aille voir le professionnel. J'avais peur de me faire envoyer balader et de me dire, bah, du coup, personne le fera. Donc, je Pourquoi? préférais rester dans l'ignorance que d'affronter le oui ou le non. Est-ce que c'était ce que tu avais entendu ou c'était parce que à cause de ta médecin? Un peu des deux. Ma médecin m'avait dit du coup non, donc j'étais en mode bon bah si elle le dit, elle est médecin, forcément elle a raison. Et du coup ce groupe Facebook, je pense que je suis dessus depuis mes 20 ans. Je voyais beaucoup de témoignages aussi. Il y en a qui disent que oui, les médecins acceptent, mais il y en a énormément qui disent que non, tel médecin ne veut pas, etc. Et en fait, tous les témoignages de gens qui disaient mon médecin a accepté, c'était personne, quasiment personne de Normandie. Et quand c'était des gens de Normandie, c'était des femmes qui avaient dans les 30 40 ans. Donc, tu vois, qui avaient fait toute leur vie sexuelle, entre guillemets, fertile, tu vois, où elles étaient quasi jusqu'au bout de plus avoir d'enfants, où il leur restait enfin, plus beaucoup d'années fertiles, entre guillemets. Donc, j'étais en mode, bon, c'est pas forcément des femmes qui ont mon âge. Et où j'étais en mode, bon, bah, si c'est si dur, je préfère ne pas aller voir 10 000 spécialistes et qu'on me dise non, non, encore non, toujours non. Donc j'ai laissé un peu tomber. Et c'est vraiment en parlant, en fait, en rencontrant des gens avec mes amis, en parlant dans des bars, en rencontrant des gens petit à petit, où tu as des discussions comme ça qui sortent de nulle part, où petit à petit on m'a dit, mais vas-y, tente, au pire, on te dira non, on sait jamais. Et puis, enfin, de toute façon, c'est possible de le faire. Donc fais, essaye, et puis on verra bien. Quand t'as annoncé du coup le fait que tu allais te faire opérer, quelle a été la réaction de tes proches, encore une fois? Ils étaient hyper contents pour moi parce que pour le coup, mes meilleurs amis, les amis avec qui je suis, c'est des amis que je fréquente depuis mes 20 ans. Ou pour l'une, on se connaît depuis la CTU, donc ma deuxième année de fac. Donc ça va faire 5 6 ans que je les connais. C'est vraiment, on est hyper proches, hyper fusionnels et c'est comme ma famille. Pour moi, justement, qui avait une famille pas très fonctionnelle, c'est vraiment eux, ma famille. Et ils l'ont toujours su que je voulais pas d'enfant. On partage ça ensemble parce que ma meilleure amie ne veut pas d'enfant non plus. J'ai un autre, enfin, mon autre meilleur ami qui n'est pas spécialement chaud non plus. Donc, on partage ça en fait. Donc, c'était une évidence pour eux de dire je veux pas d'enfant, ou j'avais pas de jugement. J'aurais jamais de réaction en mode non, mais tu verras plus tard, on sait jamais. J'ai jamais eu ça avec eux. Et quand je leur ai dit, bah, je tente, je vais chercher le spécialiste et je vais tenter l'opération, ils m'ont soutenue et ils m'ont dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, on sera là pour venir te chercher, on sera là. Et quand je suis sortie, que le spécialiste m'a dit oui, moi, j'étais en pleurs, c'était la consécration pour moi. Et ils étaient hyper contents pour moi. Et
on est tellement contents que là, on va faire une fête bientôt pour fêter ma stérilité, tu vois. Donc, Trop bien. Et je du vais coup, faire une non-baby shower. bah ouais, t'es vachement bien entourée. C'est génial. Et Ouais, j'ai la chance d'avoir des amis qui me soutiennent pour ça. ouais, non, mais enfin, la réaction n'est pas forcément la même en fonction de l'entourage qu'on peut avoir, effectivement. Mm. Et donc, du coup, ce spécialiste, est-ce que tu peux le citer ou pas? Enfin, s'il est... Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il le sait qu'il est sur les groupes, sur le groupe Facebook Stérilisation Volontaire. Il sait qu'il est nommé régulièrement dessus et ça ne le dérange pas du tout. C'est Monsieur Bérocal, du coup, qui est à Rouen, qui exerce à la Clinique de l'Europe. Et en fait, pourquoi j'ai été voir lui en particulier? Parce que comme je te disais, j'en avais vu deux sur Rouen. Il y en avait un clinique Mathilde et un clinique de l'Europe. J'habite vers Saint-Vert pour les Rouennais, donc c'est proche des deux. Donc je me suis dit, bon, clinique de l'Europe est un petit peu plus proche. J'ai pris lui parce qu'il y avait le critère des 25 ans où j'étais sûre du coup qu'avec les 25 ans, je les avais, qu'il y avait moyen de faire business ensemble. Et puis je me suis dit aussi, pour rentrer chez moi, c'est le plus simple. Si je dois rentrer après à pied, au moins, j'ai pas grande route à faire. Et du coup, j'ai contacté mon médecin en janvier parce qu'en gros, ses conditions à lui, c'est d'avoir plus de 25 ans et un courrier du médecin. Après, il exige rien du tout d'autre. Il fait pas, enfin, il vend pas de contraception en particulier. Donc, il demande juste le courrier et plus de 25 ans. J'ai été chercher le courrier auprès de ma médecin traitant qui, comme je te le disais tout à l'heure, m'a dit je cautionne pas, mais c'est ton droit, donc je te fais le courrier. Elle Mais m'a elle fait le courrier. cautionnait, juste pour revenir à ça, elle cautionnait Ouais. pas de manière personnelle, finalement. Il n'y avait rien de professionnel. Un an professionnel après, en fait, c'était avec elle que j'avais parlé de l'implant et le stérilet, je l'ai toujours refusé parce que j'ai toujours vu des témoignages négatifs, mais après, elle m'avait quand même parlé d'autres contraceptions quand on en avait parlé. Mais la première réaction quand je lui avais parlé à mes 20 ans, c'était non, vous êtes jeune. Après, quand je suis revenue sur la question de la contraception, c'était vers mes 23 ans où là, elle m'a dit, bon, on va essayer l'implant, où là, du coup, on a essayé d'autres choses. Et quand je lui en ai reparlé, en fait, en janvier, elle m'a laissé dire mon truc. Et elle m'a dit, non, mais après, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vous voir faire. Elle me fait, pour moi, c'est un peu... Elle a posé quand même le mot de barbarie dessus. Elle m'a dit, pour moi, c'est un peu de la barbarie, mais elle m'a dit, après, je peux pas vous refuser le courrier, c'est votre droit. Donc, après, elle m'a fait le courrier. Mais elle m'a Ouais, quand même dit, c'est un peu de la barbarie dans le sens où j'allais torturer mon corps pour pas grand-chose pour elle, du coup. Mais c'était purement personnel. D'accord. Je, je renvoie un lien parce que ça va se terminer dans 5 minutes et j'ai pas envie de te couper pour la suite. ok. Je renvoie un lien et soit tu appuies dessus, soit je fais ça tout de suite. On s'arrête là et Ouais, je fais ça tout de suite. Je suis désolée. je pense qu'il faut que tu viennes parce que Colin va renvoyer un lien, mais je sais Oui, pas du coup où il va sortir. t'as envoyé un lien par mail? Je renvoie un lien par mail parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il reste 3 minutes et j'ai pas envie que ça coupe pile poil au moment où on continue d'échanger parce que sinon, on va Ah plus se... ouais. Ah ouais, c'est clair, ouais. Mais Hmm. fin de la réunion, je te renvoie un lien. Ça marche. Oui, ta médecin, c'était un choix purement personnel finalement. Enfin, je vois ça comme ça. Donc, tu as été récupérer cette lettre et tu me disais un petit peu avant que tu as dû écrire des critères et des raisons de pourquoi tu devais faire ce choix. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce qui était recommandé sur le site Stérilisation Volontaire et sur le groupe Facebook. Parce qu'il y a pas mal de praticiens qui acceptent, mais sous réserve que ce soit justifié. Donc, moi, pour le rendez-vous, je me suis blindée. Les seuls critères qu'il y avait sur le site, c'était 25 ans et la lettre. Donc, je me suis dit, ça, je les ai. Et je me suis dit, pour pas que le jour J, on me dise un nom non prévu, entre guillemets, je me suis dit, bah, je vais préparer. Donc, je me suis dit, mes critères, je vais préparer. Donc, bah, le fait que mon passé familial me donne pas envie d'avoir des enfants, que j'ai jamais voulu avoir des enfants, que j'ai testé des contraceptions et que j'ai fait le tour et qu'il n'y en a aucune autre qui me convienne pour tout ce qui est fertilité. Et de base, j'y allais en demandant l'hystérectomie, donc le retrait total de l'utérus pour plus avoir mes règles au passage, en faisant d'une pierre deux coups. Je m'étais dit comme ça, pour moi qui ai les règles douloureuses de base naturellement, hors pilule, bah comme ça, j'ai plus besoin de me soucier de mes règles pour le restant de ma vie. Et comme ça, je suis aussi stérile. Et du coup, je suis venue avec mon petit argumentaire
pour le petit monsieur. Et le monsieur Berrocal, du coup, pour le coup, l'accueil, ça a été hyper cool. J'ai vu les prises de rendez-vous sur Doctolib. Donc, j'ai pu prendre rendez-vous. Finalement, il n'y avait pas de rendez-vous sur Internet, donc il fallait que j'appelle le secrétariat. La secrétaire, elle n'était pas du tout gênante, pas du tout négative, rien du tout. Neutre. Et déjà, ça, c'était rassurant, parce que je me disais, au moins, c'est pas un secrétariat qui sort de nulle part qui me juge. Et elle m'a dit, bah, il n'y a pas de souci. Elle a bien checké que j'avais les 25 ans et la lettre. Donc, après ça, elle m'a dit, bon, bah, rendez-vous, c'est le rendez-vous au mois d'avril, du coup, pour le rencontrer la première fois, le 5 avril. Et j'avais rendez-vous le 5 avril. Donc, du coup, jusque-là, en attendant, j'ai préparé, comme je te disais, mon argumentaire pour le jour J, que tout se passe bien, tout soit parfait, qu'ils disent oui ou non, mais que s'ils disent non, au moins, bah, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. Et bah, en fait, le jour J, je commence à sortir tout ça. Il m'a arrêté, il me dit, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce que juste vous avez testé d'autres contraceptions? Parce que j'avais pas encore abordé le point de la contraception. Et je lui dis, oui, bah, j'ai essayé l'implant, ça me convient pas. Enfin, pareil, tout ce qui est hormones, en fait, c'est pas une solution durable et je veux pas de ça définitivement dans mon corps. Et je lui dis, bah, j'aimerais être déjà stérile et si possible ne plus avoir mes règles du tout parce que j'ai jamais été chercher de diagnostic quelconque au niveau de tout ça, mais je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui cloche d'avoir aussi mal et d'avoir autant de saignements et d'être toujours en PLS comme ça. Et du coup, il m'a dit, moi, il y a pas de souci du moment que vous avez réfléchi, que vous avez été chercher d'autres solutions. C'est tout ce que je vous demande. Après, il m'a dit il m'a refusé l'hystérectomie parce qu'il m'a dit que pour lui, il voulait pas retirer un utérus sain. Il voulait seulement effectivement me donner l'accès à la stérilisation vu que c'était ma première demande. Mais il voulait vraiment pas retirer l'utérus vu qu'il m'a dit, moi, votre utérus, sauf diagnostic contraire, il est sain. Et je veux pas vous retirer l'utérus parce qu'il m'a dit après qu'il y avait tout ce qui était risque de descente d'organes et Mais il y avait des de risques pour ta santé. c'est ça. Il y avait des cancers qui pouvaient être accrus du fait qu'on retire les ovaires, qu'on retire l'utérus. Donc, il m'a dit, moi, vous avez 25 ans, je veux pas vous imposer ça à 25 ans. Enfin, pareil, il y a tout ce qui est ménopause qui peut arriver précocement, du coup, si on retire tout. Donc, il m'a dit, moi, je veux pas vous imposer ça à votre âge. Donc, il me dit, après, moi, vous me demandez à être stérile. Je vous propose la ligature des trompes. Vous serez stérile. Pour le reste, après, on verra s'il y avait besoin au-delà. Mais il m'a dit, c'est ligature des trompes ou rien, entre guillemets, quoi. Mais très gentiment, pas dans le jugement, quoi. Et il t'a dit pourquoi il a fixé l'âge de 25 ans? Il m'en a pas spécialement parlé, mais quand j'ai attendu le 5 dans la salle d'attente, parce qu'il avait pas mal de retard, je sais pas en fait si vraiment cette condition, il l'applique à la lettre, parce que du coup, il y avait une personne transgenre qui était dans la salle d'attente, qui était beaucoup plus jeune que moi. Je pense qu'elle avait à peine la vingtaine, je sais pas quel âge il avait, mais qui était vraiment très très jeune et qui du coup voulait vraiment avoir lui aussi le retrait de l'utérus et tout ce qui était euh, fertilité, je pense, pour une question de dysphorie de genre. J'ai pas eu l'occasion spécialement de parler avec lui, mais en l'écoutant parler avec sa maman, c'était ce qui en ressortait en tout cas. Et je me suis dit, bah, si lui, il a déjà eu le rendez-vous, je pense que pour certains cas, entre guillemets, il doit être un petit peu plus conciliant ou plus ouvert à la question. Ouais, il fait au cas par cas selon chacun, finalement. D'accord. Moi, il m'a fait la ligature des trompes par colioscopie. Du coup, il y a une incision qui est faite au niveau du nombril, juste en dessous du nombril pour pouvoir passer une caméra. Donc, on a plusieurs incisions qui est faite. Soit on a 3 points, ou soit on en a 2, ça dépend des personnes. Du coup, il y a toujours celle au niveau du nombril qui se fait pour tout le monde. Et en fait, soit on en a juste une au niveau du pubis, si on peut passer les outils que par ce biais-là. Sinon, on a au-dessus du pubis et légèrement sur la gauche au niveau du ventre. Donc, près de l'aine, en gros, près de l'aine et légèrement sur la gauche pour du coup passer le tout. Et il y en a plusieurs qui peuvent être faites. Il y a par des clips. On va mettre des clips qui vont coincer les trompes et empêcher du coup que les ovules passent et redescendre pour, euh, pour tout le cycle naturel. Où en gros, les trompes, enfin les ovaires vont toujours produire tes ovules, juste elles ne vont pas descendre.
Mais les clips, c'était pas le plus safe pour moi et le médecin partageait mon avis là-dessus. Lui, il fait pas du tout de clips parce que les clips peuvent partir. Et puis, bon, bah, un clip qui se balade dans le corps, on n'a pas trop envie. Et du coup, bah, le taux de succès est pas si efficace que ça, du coup, parce que si le clip peut bouger, on est rassuré, mais qu'à moitié. Et il m'expliquait que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, parce que c'est apparemment plus trop recommandé dans la chirurgie pour ce type d'opération. Il y a celle où on peut couper du coup définitivement les trompes, où en fait on va avoir l'ovaire qui va rester là et la trompe vraiment coupée. Moi, il m'a pas proposé celle-là, il m'a proposé la troisième où en fait ils font de l'électrocoagulation. Où en fait je sais pas comment ils le font exactement, mais ils font faire qu'il y ait un petit bouchon dans la trompe pour que du coup l'ovule ne descende toujours pas. Et en fait, il me l'a fait 2 fois sur chaque trompe pour vraiment avoir un bouchon de secours au cas où, pour X raisons, il y en ait un qui se défasse au fil du temps. Et du coup, bah, en fait, les ovules ne tombent plus. Donc, je vais avoir, parce que je ne l'ai pas encore expérimenté, mon cycle après l'opération. Et je vais avoir mes règles comme un cycle normal, entre guillemets, où mon corps va toujours produire sur l'endomètre la petite couche qui va tomber, qui va faire les règles, où mon corps va toujours agir comme si j'étais euh, pas ménopausée, enfin, je sais pas comment on dit, mais avant la ménopause, où je vais pas avoir les symptômes de la ménopause que tu pourras avoir à ne plus avoir de production d'ovules et le corps qui travaille par cycle. Et après, comme ça, c'est vraiment tout mon vagin, tout reste fonctionnel, l'utérus, tout. Il n'y a pas du tout d'opération par là. Je sais qu'elle peut aussi se faire la ligature des trompes par voie vaginale, mais pour le coup, on n'a pas du tout évoqué la question avec le spécialiste. Donc après, je ne sais pas concrètement comment ça se fait, parce que moi, quand je m'étais renseignée, en fait, vu que je voulais absolument le rétrait de l'utérus, j'avais vraiment bûché sur ça et pas vraiment sur la ligature de trompe. Donc j'ai découvert quand il m'a expliqué comment il allait faire. Mais après, j'étais en mode, bon, ok, bon. De toute façon, tant qu'il le fait, moi, je verrai après. Et du coup, l'hôpital, je suis rentrée en ambulatoire. Donc le matin à 9h30, je devais me faire opérer vers les 11h. Donc il faut prendre une douche de bétadine, il faut être à jeun. Après, il n'y avait pas de conditions particulières en plus. Fallait avoir fait une prise de sang pour le groupe sanguin. Ça, je sais que certains l'ont déjà, mais moi, j'avais pas de petit papier qui prouvait mon groupe sanguin. Pour si jamais il y a besoin de transfusion de sang pour X raison lors de l'opération. Et du coup, quand je suis arrivée dans l'hôpital, on m'a accueillie. J'avais pris une chambre à plusieurs, donc j'ai été dans la chambre où il y avait d'autres personnes qui se faisaient accueillir. J'avais que des filles qui avaient des dents de sagesse ce jour-là avec moi. Donc, le médecin, l'infirmière au début, elle me dit c'est pour les dents de sagesse. Et je t'en mets non, je les ai déjà plus. Moi, c'est plus bas. On me retire autre chose. Et du coup, pas du tout jugeante, l'infirmière, hyper cool, a donné la petite tenue pour l'opération. Et puis après, ils sont venus me chercher, il y a eu l'anesthésie. J'ai revu le médecin un petit peu avant l'anesthésie où il m'a dit, bon, bah voilà, on vous opère à l'heure prévue, tout va bien, c'est toujours OK. Qui a bien checké bah, qu'au cas où j'ai pas stressé pour X raison et que j'ai pas changé d'avis. Parce que même s'il me soutient dans mon choix, je peux changer d'avis pour X raison. Et je lui ai dit, non, non, il n'y a pas de souci, on y va. Donc il m'a dit, bon, bah, on vous met dans la salle d'opération. L'anesthésie a commencé. Après l'opération, il m'avait prévenu que si pour X raison, en ouvrant, il voyait quelque chose d'anormal, des kystes ou de l'endométriose, il voyait quoi que ce soit de pas normal, il ferait en sorte d'opérer pour retirer en même temps. Donc bah, il a juste vu un petit kyste bénin sans particularité. Et après, il m'a dit, bon, bah voilà, on a refermé tout, on a fait les petits bouchons. Et du coup, ouais, j'ai 3 cicatrices, donc une sur le nombril et une au niveau du pubis, une en dessous du ventre qui se voit franchement pas spécialement. J'ai la peau qui marque, donc ça se voit, mais c'est pas le genre de truc où en maillot de bain, on va te dire ah, c'est quoi cette cicatrice ça vient d'où? Et bah, après l'opération, par contre, c'était la convalescence sur le groupe Facebook, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Ils en parlent beaucoup. C'est plus ou moins variable. Moi, c'était pas une partie de folie où je suis rentrée, j'étais encore sous les effets de l'anesthésie, donc je sentais pas vraiment mon corps, mais je devais me tenir que T'es ça faisait rentrée, mal. t'es rentrée chez toi au bout de combien d'heures?
Je suis rentrée le soir même, donc moi, il m'avait dit pas de sortie avant 18h. Je suis partie à 18h. Justement, mes meilleurs copains m'ont soutenue jusqu'au bout parce qu'ils sont venus me chercher. Donc du coup, j'ai mon copain Alder et ma copine Margot qui sont venus. Ils avaient ramené des petites peluches et tout en mode, «Tiens, on te ramène des petits cadeaux», trop mignon. Et du coup, ils sont venus me chercher tous les 2 et après ils m'ont ramenée chez moi. Alors normalement, on est censé rentrer en voiture et ne pas marcher, mais vu que j'habite 5 minutes à 5 minutes littéralement de la clinique, j'ai pris le droit de rentrer toute seule à pied, même si c'était pas ce qui est préconisé. Normalement, on doit rentrer en voiture. Ils m'ont raccompagnée, du coup après ils m'ont laissée chez moi. Ma copine Margot est restée avec moi quand même jusqu'à 22-23h au cas où pour X raison, finalement Ouais. il y a un effet secondaire de l'anesthésie parce que c'est quand même pas on est en anesthésie générale donc c'est quand même pas anodin et bah, tout s'est bien passé. Après j'avais petit à petit parce qu'il m'avait donné de la morphine, à l'hôpital. J'avais la morphine qui commençait à partir donc je sentais que ça tirait, ça faisait mal et en fait, c'est vraiment les poings en eux-mêmes qui tirent et on sent aussi tout le ventre qui est vraiment, tendu parce que du coup, ils mettent des gaz pour pouvoir, manipuler et avoir, de la place. Donc on a la peau tendue, tous les abdos font hyper mal, hyper douloureux et en fait, le soir même, c'était vraiment la cata. Je pouvais que me tenir, allongée dans une certaine position, sinon ça faisait hyper mal. Donc j'avais un antidouleur un petit peu plus fort que le Doliprane que j'ai pris, les premiers jours pour pouvoir supporter et après, c'était tout simplement, tu vois, tu dois te lever pour aller aux toilettes, tu peux pas te plier en 2 pour t'asseoir sur les toilettes, je pouvais évidemment rien porter, rien faire, donc j'avais prévu le coup en ayant des surgelés où il y avait juste à foutre au micro-ondes et au moins derrière on était tranquille, quoi. J'avais pris soin de moi en avance là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué avant, mais est-ce qu'il y a comme, alors je me calque par rapport à l'IVG parce que je vais y revenir un peu plus tard, est-ce Ouais. qu'il y a il y a un temps de réflexion? Et Ouais, si pourquoi et combien de temps? alors, il y a un temps de réflexion qui est de 4 mois, et oui, tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser. Moi, du coup, quand j'ai eu mon rendez-vous en avril, il a considéré que le temps de réflexion avait commencé à la date de rédaction de mon courrier, du médecin qui, du coup, était le 28 janvier. Donc il avait considéré 28 janvier, 28 avril. Du coup, c'est pour ça que j'ai été opérée «aussitôt» entre guillemets en mai, parce que j'avais rendez-vous avec lui qu'au mois d'avril et quand je suis sortie, il m'a dit: «Bon, bah, dans 1 mois et demi, pour l'opération». J'étais en mode: «Waouh! Si tôt, trop bien» et ouais, du coup, il y a un délai de réflexion de 4 mois. Alors ça, pour le coup, les spécialistes l'appliquent un peu comme bon leur semble. En gros, il y a des spécialistes qui vont partir du principe que si tu as un courrier, que ce soit de la gynéco ou du médecin traitant, parce que les 2 sont recevables. Moi, pour le coup, j'ai jamais eu de suivi gynéco, avant d'y aller, donc je j'avais pas du tout de spécialiste qui me suivait, vraiment, pour la gynéco ou sage-femme par rapport à tout ce qui était contraception ou le corps en général. Donc les 2 courriers sont valides. Tu as certains spécialistes qui vont partir du principe que le courrier, il est rédigé à telle date, donc que tu as déjà réfléchi pour la rédaction de ce courrier, que tu as déjà commencé à prendre la décision, donc ils vont t'opérer, et compter les 4 mois à compter de ce courrier, comme l'a fait, monsieur Bérocal. Tu en as d'autres qui vont considérer que c'est la date du rendez-vous où ils te présentent toutes les méthodes de contraception qui va être le point de départ de ton délai de réflexion. Donc en disant: «Bon, bah, là, on s'est vu, le temps, je vous ai exposé tous les moyens de contraception. Vous avez 4 mois pour réfléchir et on se revoit dans 4 mois et dans les 4 mois, on programme l'opération». Je pense que ça, c'est ce que la plupart des spécialistes font. Le rendez-vous d'introduction où ils présentent, la contraception en global et les 4 mois de réflexion et on revient 4 mois après. C'est pas ce que monsieur Bérocal fait et en voyant les autres, femmes qui ont été opérées par monsieur Bérocal, juste après, j'ai l'impression qu'il est un petit peu à part sur ça. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, mais c'est C'est pas, sûr. généralement ce qui se fait. D'accord. Et bah, du coup, je peux faire un écho là-dessus. Selon toi, parce que l'IVG a été contesté il y a bien longtemps et l'est encore aujourd'hui, on Mmh, est sur un acte qui n'est pas la même chose, mais qui, on va dire, est similaire dans sa manière d'être traité dans la société. mmh. C'est-à-dire que c'est le choix des femmes, le fait de bah, finalement ne pas avoir d'enfants. Est-ce Mmh. que tu
est-ce que tu penses que la ligature des trompes devrait être prise en charge de la même manière que l'IVG? En fait, là, ce que j'ai dû garder à charge, c'est les honoraires des spécialistes et où ma D'accord? mutuelle est intervenue derrière. Mais là, finalement, de ma poche, concrètement, il m'est resté que 10 € à charge. Donc, D'accord. Ah, mais franchement, je savais pas. ouais, non, en fait, ils prennent en charge l'opération, ils te laissent les honoraires à charge, bah, un peu comme toutes les opérations. Et quand j'y suis allée, du coup, j'ai dû payer pour ma chambre. Comme je disais, j'ai pris une chambre commune parce que je voulais pas spécialement payer plus. Du coup, j'ai pris la chambre commune et après, j'avais 250 € de reste pour le médecin, Monsieur Bérocal en lui-même, l'obstétricien, j'avais perdu le mot, excuse-moi. Et l'anesthésiste, lui, me laissait 100 € d'honoraires et le tout cumulé, du coup, j'en avais pour 384 de reste à charge hors sécurité sociale. J'ai tout envoyé à ma mutuelle et ils m'ont remboursé 374, donc il me reste que 10 € à charge sur l'opération. Mais c'est des choses que personne ne sait. Voilà. Non, du tout. Et je l'ai vraiment découvert sur le moment parce que pour moi, je m'attendais, j'avais mis de l'argent de côté, je m'attendais à me dire, bon, bah, je vais payer 500 € et puis enfin, je m'étais mis un budget, tu vois, en me disant, je peux jusque-là. Après, bon, bah, je verrai suivant le coup si on le fait plus tard ou pas. Mais en fait, ouais, c'est vraiment que les honoraires qui restent à charge ou la partie de la chambre, parce que du coup, vu que je travaille, je suis en tiers payant, la partie de la chambre qui reste à part avec le tiers payant. Mais je pense que quand tu es en CMUC ou une prise en charge en totalité par la sécurité sociale, il te reste vraiment que cette petite partie d'honoraires que tu as à charge ou pas, suivant si tu as une mutuelle Ouais, et que tu es selon bien si t'as une couvert. bonne Mais, mutuellement. D'accord. mmh. C'est génial. Je n'étais pas du tout au courant. Ah ouais, non, ouais, c'est carrément cool là-dessus. Après, je pense que sur quoi on devrait être plus accompagné là-dessus, c'est par contre l'après et tout ce qui va être feeling qu'on peut ressentir, le tout ce qui est vraiment parce que c'est quand même c'est pas un traumatisme dans le sens où, c'est quelque chose de non volontaire et de violent que tu as vécu, mais c'est quand même un léger traumatisme dans le sens où tu vis quand même quelque chose d'unique, qui est pas du tout répandu et sur lequel personne s'exprime, sur l'après, comment tu le vis. Et en fait, moi, je voulais surtout en parler parce que c'est pour ça que je voulais en parler, c'est pour tout ce qui est côté, reconstruction derrière et se rassurer et de pas se dire: «Bah, j'ai tué quelque chose, en moi quand même», parce que je pense que le sentiment, de culpabilité de pas pouvoir donner d'enfant et cetera, il est quand même là comme pour l'IVG. Je J'ai jamais eu d'IVG donc je veux pas parler à la place des femmes qui en auraient mais je pense que le sentiment est quand même le même parce qu'après l'opération, moi, pour le coup, tout ce qui était physique, j'avais des médicaments pour répondre à mes besoins physiques, donc ça, il y a pas de souci. Mais par contre, tout ce qui était émotionnel, il y avait rien du tout qui préparait là-dessus C'est et c'était vraiment violent. c'est ce que j'allais dire parce que l'IVG, on a un suivi psychologique avant et il me semble après. Toi, il y avait rien du tout. Non, au niveau psy, il y a certains spécialistes qui demandent certains obstétriciens qui demandent à ce qu'il y ait un suivi psy en parallèle, qui l'exigent dans leurs critères à eux. Il y en a beaucoup sur le groupe stérilisation volontaire qui se sont retrouvés à devoir consulter un psychologue, en parallèle de leur démarche de stérilisation, justement par rapport à ça. Je sais que pour la plupart des personnes qui témoignent, ils trouvent ça pas normal et infantilisant. Franchement, pour avoir fait l'opération, moi, je trouve ça vraiment bien quand même, parce que c'est pas juste on se fait opérer, comme une dent de sagesse, comme on disait tout à l'heure. Il y a quand même une portée beaucoup plus importante dans l'acte. Donc c'est vrai que d'être suivi psychologiquement ou d'être sûr de ne pas être seul psychologiquement après, pour moi, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que si le spécialiste le propose dans le sens où, bon, bah, tu sais pas vraiment ce que c'est, tu pas vraiment stable, va voir le psychologue. Ça, évidemment, je cautionne pas du tout, mais dans le sens d'avoir un suivi après, ça, par contre, ce serait vraiment bien. Moi, on m'en a pas spécialement parlé parce que j'avais vu un psy, bien avant du coup, où j'avais suivi une psychothérapie. J'avais évoqué la question avec lui, de tout ce qui était, contexte familial, le souhait de ne pas avoir d'enfant et cetera. Je me sentais prête quand j'y suis allée, vraiment, où je me disais: «Non mais là, c'est bon, il y a plus qu'à faire l'opération». Parce que comme je t'ai dit, c'est une conviction que j'ai depuis mes 15 ans, donc moi je me suis dit: «Bah, on le fait et puis basta, on va pas chercher, plus loin».
Et en fait, je me suis sentie hyper mal dès que j'ai pu retirer tout ce qui était douleur enfin, physique, pardon. Dès que j'ai pu retirer tous les effets de l'anesthésie encore dans mon cerveau, je me suis dit, mais waouh, Mm. enfin, là, je viens de le Et faire, c'est pas anodin, c'est waouh. sûr. Mm. Mm. Bah, déjà, il y a tout ce qui était, je sais pas si c'est enfin, mon ressenti, un feeling qui est spécialement médicalement explicable ou pas, mais j'ai l'impression que j'avais plein d'hormones qui me venaient, où je pleurais tout le temps, mais de façon incontrôlable, en mode les larmes sont là, je dois pleurer, et voilà. Et en fait, je me suis dit, mais déjà, je dois faire le deuil de quelque chose. Donc, le deuil d'une conviction, parce que c'est quelque chose qui me suit depuis hyper longtemps. Et je me suis dit, bah, déjà, tu fais le deuil de quelque chose que tu as toujours voulu. C'est la chose qui me suit depuis le plus longtemps et que j'ai enfin accompli. Donc, j'étais en mode, bah, ma plus grosse envie, je viens de la faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est aussi un deuil bah, de toute une construction de la femme où la femme, elle est fertile, la femme doit avoir des enfants, etc. Où enfin, je sais très bien que pour moi, une femme ne se définit pas comme ça, mais où de se dire, bah maintenant, tu vas affronter les gens et dire non, je suis une femme autant que n'importe qui, et non, je n'aurai jamais d'enfants, non, je serai une femme qui n'aura jamais d'enfants, et je suis une femme stérile, et je suis tout autant légitime à être une femme que quelqu'un qui est enceinte de 6 mois, ou quelqu'un qui a 4 enfants, tout autant femme que cette personne. Et du coup, toute cette construction, tu vois, de te dire comment je vais faire, comment je vais affronter le regard des autres, même si au fond de toi, tu sais que tu as toujours été convaincu que tu n'aurais jamais d'enfant. Tu dis, mais là, c'est concret, tu vois. Là, le regard des gens va piquer, les gens vont chercher le pourquoi du comment, ils vont dire, ah, pas dommage, écoute, c'est fait maintenant. Comment, selon toi, on pourrait changer cette société qui a ce regard-là? Alors, je pense que ce serait hyper top de pouvoir présenter vraiment toutes les méthodes de contraception lorsqu'on les présente aux enfants, de tout ce qui est classique, entre guillemets, avec les pilules, les implants, etc., comme les contraceptions définitives, parce que finalement, c'est toujours une contraception. En fait, la ligature des trompes, c'est juste, effectivement, pour ne pas avoir d'enfant, bah, on prend quelque chose de définitif, mais c'est tout autant valide que quelqu'un qui va rester sous pilule toute sa vie ou sous d'autres techniques de son choix. Et je pense qu'on devrait vraiment parler de tout dès qu'on en parle. Mais après, clairement, la société, en France, en tout cas, n'est vraiment pas prête à ça. Enfin, même des adultes matures, entre guillemets, accomplis, de mon âge ou pas, ou même beaucoup plus vieux, dès que tu leur dis, bah non, je prends cette décision, direct, les gens le prennent personnellement, à se dire, bah non, mais tu peux pas ne pas avoir d'enfant, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Et direct se sentent offensés, comme si c'était à eux qu'on retirait le choix d'avoir ou non des enfants. Et je pense qu'il y a vraiment un tabou en France sur le fait que toute relation doit aboutir un jour à la création d'un enfant. Tout doit passer par ça, et je le remarque aussi, par exemple, avec mon frère, comme je te disais, qui est transgenre du coup, qui m'en parle aussi beaucoup. Et en fait, sa dysphorie de genre, lui aussi, est liée au fait de se dire: «Bah, j'ai des j'ai des organes fonctionnels dits "féminins" entre guillemets, pour la société». Et il me dit: «Moi, j'en veux pas du tout parce que enfin, moi, je me définis comme homme et je veux pas, je me sens pas à l'aise d'avoir, des organes génitaux, de type, utérus, vagin». Et il me dit: «Bah, moi, du coup, le fait de pouvoir avoir un enfant en tant qu'homme, c'est quelque chose dont je veux pas du tout, mais en même temps, je suis pas du tout soutenue, et à zéro moment, on me parle du fait de pouvoir, retirer le fait, d'être fertile, de devenir stérile, et aussi de toutes les opérations pour justement être à l'aise dans ton genre». Et je pense que la question, elle est vraiment liée entre le genre et la stérilisation, parce que souvent, quand tu rentres dans des problématiques, d'identité de genre, ça c'est souvent une conclusion, une suite logique. Je dis souvent parce que c'est pas le cas pour tout le monde, et évidemment, je fais pas d'amalgame, sur, comment, tout le monde se sent, dans son identité de genre. Mais je pense qu'au même titre, tu vois, ça devrait être présenté aussi dans peut-être, enfin, je sais pas si l'école, laissera un jour, la place à des choix, comme ça, et laissera un jour les gens être libres, à ce point-là. Mais on devrait avoir une éducation sexuelle qui va jusque-là, en fait. Enfin, tout ce qui est éducation sexuelle parle de tout ce qui est organe génital, pas après, en plus, on devrait être directement sensibilisé à ça aussi, parce que
c'est vrai que quand on en parle, même avec des gens de mon âge ou des plus jeunes, t'as l'impression d'être un alien, un peu moins qu'avec des gens plus vieux qui n'ont pas eu forcément la même construction sociale avec les accès aux réseaux sociaux, des paroles un petit peu plus libérées, mais tu te sens quand même aussi toujours comme un alien, quoi. C'est Hmm. toujours ce sentiment de c'est pas Toujours, normal pour les gens. toujours cette société ouais, Mm. qui rentre dans les carcans de la norme, on va dire ça comme ça. Le flou médical et psychique en fait derrière qui n'est pas du tout évoqué avec le spécialiste, on n'en a pas du tout parlé, à zéro moment on m'en a parlé, où je me suis un peu sentie vraiment seule en fait et désarmée les quelques jours après en me disant bon bah faut que je fasse avec ce nouveau corps et etc. Et même si fondamentalement c'est juste 3 cicatrices, c'est quand même un nouveau corps qu'il faut s'approprier et comme je disais une nouvelle image de ma définition, en tout cas pour moi en tant que femme, de me dire: «Je suis femme et j'ai cette condition, j'ai ce corps, qui a des traces, mais qui est pas, barbare, enfin, qui a pas été, qui a pas subi de barbarie», comme l'avait dit le médecin, hein. Juste qu'il y a 2-3 cicatrices, comme on se casserait la figure et on aurait une cicatrice. Donc ouais, c'est vraiment le côté psychique, je pense, qui doit être pris en compte et où moi je voulais en parler pour ça, pour me dire: «Bah, au moins, psychologiquement, je préviens entre guillemets que c'est pas facile, c'est pas même si on est convaincu, il y a forcément quelque chose où on doit faire un deuil en nous et restez pas seul surtout après ça parce que franchement faut pas rester seul. C'est trop plein d'émotions et il faut gérer et même en étant très, très fort psychologiquement, il y a quand même un moment où on est submergé. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais à une jeune personne qui voudrait faire cette opération, mais qui n'ose pas franchir le pas, comme toi tu l'as fait? Bah, franchement, de pas hésiter à en discuter avec des personnes safe, surtout, j'insiste sur le fait que les personnes soient safe. De chercher la bonne communauté pour pouvoir en parler. Parce que pour le coup, enfin, d'en parler, sur le groupe, enfin, de voir les gens qui témoignaient sur le groupe Facebook, c'est une communauté safe qui est child free pour la plupart, donc qui ne va pas juger, qui va pas t'imposer, des enfants, qui est très ouverte aussi d'ailleurs. On parlait de l'avortement tout à l'heure, mais qui est très, très ouverte aussi sur tout ce qui est question d'IVG. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des IVG, qui viennent chercher du réconfort, auprès de cette communauté. Donc de vraiment, pas hésiter à en parler avec des gens qui ont des envies similaires ou un parcours similaire pour, bah, avoir déjà quelqu'un qui est à l'écoute et qui est dans de bonnes dispositions pour pouvoir échanger et nous aider à voir, le bout du problème. Parce que c'est pas les autres qui vont interagir sur la décision, mais d'en parler avec quelqu'un, ça te permet aussi de réfléchir à l'oral et de dire: «Bon, bah, voilà, je vais quand même peser le pour et le contre, en parlant et de vraiment pas hésiter d'en parler avec quelqu'un, de prendre toutes les informations et de quand même réfléchir si c'est vraiment le bon choix pour soi, parce que c'est pas le bon choix pour tout le monde, non plus. Je dis pas que tout le monde doit se faire, ligaturer les trompes. Je pense que c'est quand même important d'avoir une connaissance, globale de tout ce qui est contraception qui nous est accessible en France, parce qu'il y a pas non plus que la stérilisation, comme contraception définitive, qui a proposé, qui peut pas convenir forcément à tout le monde. Parce que, par exemple, des personnes qui voudraient absolument, le retrait total de l'utérus, bah, une ligature des trompes, ce serait peut-être pas suffisant. Il y a d'autres moyens. Et quand on a vraiment tout réfléchi, bah, de vraiment se dire, «Là, je suis prête» et de pas hésiter à cibler les professionnels qui sont safe et réceptifs directement pour s'éviter d'avoir du jugement, des des gens qui veulent nous décourager et cetera. Parce que j'en ai pas parlé spécialement, mais pour, faire mon opération, comme je disais, j'avais dû faire une prise de sang. Rien que l'infirmière qui m'a fait la prise de sang a été jugeante, dans le sens où, «Vous avez que 25 ans, ah le je savais pas qu'on opérait si jeune pour ce genre d'opération, enfin pour moi vous êtes quand même un peu jeune quoi», alors qu'elle devait juste faire le prélèvement sanguin. Donc bien se préparer au fait que le corps médical est pas toujours safe malheureusement. On aimerait qu'il soit safe et qu'il soit bienveillant envers tout le monde, mais c'est pas le cas. Donc bien se blinder en se disant: «J'y vais et potentiellement je vais avoir peut-être un jugement, mais au moins je sais que ma conviction, je suis forte dans ma conviction et au moins, même si on me juge, bah, je sais qu'au fond de moi, c'est ce que je veux et personne d'autre ne me fera, revenir sur mon choix ou remettre en cause mon choix et
pense que c'est pour ça que j'avais besoin, moi, d'y aller aussi tard, entre guillemets, après avoir réfléchi pendant des années sur ça, parce que j'avais vraiment besoin d'avoir tout pour moi et de me dire, je suis sûre à 10 000 milliards de pourcents de mon choix. Et au moins, quand on me dira, non, mais vous êtes jeune, je serai là en mode, oui, mais écoute, c'est comme ça, et tu n'as pas ton mot à dire, et un point, c'est tout. Et vraiment de se dire, on y va en étant prêt de A à Z. Donc finalement, être libre de choisir, tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup, Déborah. Bah écoute, ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi et de peut-être en parler avec d'autres dans un futur.